Chaque année, il y a une loi qui donne plus de pouvoir à la police et qui met de plus en plus le juge de côté. Et c'est vrai que cette capacité que la police puisse dire « moi, je décide ce qui est illégal », c'est archi problématique en démocratie. Moi, là, je vois l'état d'urgence, la loi sécurité intérieure, la loi JO. Dans les cas d'usage qu'on voit de la vidéosurveillance algorithmique, ça va être beaucoup soit de repérer des comportements, de repérer des gens en fonction de comment ils sont habillés, etc., pour les retrouver. Moi, je suis pour la liberté, la mienne, celle des autres. Donc je veux pas de caméra. Les gens qui veulent des caméras, ces caméras hypothèquent leur propre liberté. C'est un peu un moment quiz et déguisement. Ok, j'ai hyper peur, mais ok. Je te laisse faire ton jeu. La question avec la vidéosurveillance algorithmique, c'est que c'est très difficile d'avoir des infos sur comment elle est déployée. Donc, il y a le cadre légal de les JO, mais il y a plein de villes qui l'utilisent de manière illégale. J'ai déjà fait une action pour filmer, etc. Et on m'a déjà demandé donc de mettre mes empreintes. Et on m'a demandé de donner mon ADN que j'ai refusé. Ils ont pris ta photo ? Ouais. Et là, je suis au regret de te dire que du coup, t'es dans... Donc là, de ce que tu me dis, t'es dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Et le fichier de traitement des antécédents judiciaires, c'est ce qui permet aujourd'hui en France de faire de la reconnaissance faciale. C'est pas hyper joyeux de voir comment la démocratie fonctionne quand même très, très, très mal. Voilà. En fait, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'on est en démocratie encore ? Donc, en enfermant des franchement, journalistes, avec tout ce qu'on s'est dit, oui, non, franchement, c'est un État qui se prétend démocratique. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Bonjour tout le monde. Donc Noémie, toi je t'ai rencontré parce que du coup je suis aussi journaliste pour Blast et j'ai enquêté un peu sur la répression qu'il y a eu cet été, donc pendant les JO, sur des militants écolos. Toi tu es juriste et membre de la Quadrature du Net. C'est quoi ton job à la Quadrature du Net et comment vous travaillez sur ces sujets ? Du coup moi je suis juriste en fait ou chargée de plaidoyer, c'est un peu le mot officiel à la Quadrature, ça veut dire que j'analyse un peu les lois qui passent. Putain, vas-y. Moi, j'étais hyper sérieuse. Et voilà, et du coup, c'était quoi ? Tu m'as fait une voix de... Au moins, ça veut dire que j'ai gardé mon sérieux. Mais moi, j'entends pas quand tu fais les effets. Mais toi, tu t'as fait une énorme barre, c'est pas cool. Allez, c'est bon. Du coup, je reprends. Désolée, il me perturbe. Donc l'idée, c'est quand il y a une loi qui passe, on va analyser du coup une loi qui parle du numérique ou de surveillance, on va essayer de comprendre ce qu'elle dit, on va regarder ce que ça change, on va essayer de comprendre ce que ça fait au niveau du droit et ce que ça fait au niveau de la technique, et on va essayer donc d'aller voir ensuite les institutions pour leur dire bah ça c'est dangereux, ça va, ça va pas. Donc c'est une forme d'influence politique sur ces sujets-là. C'est une association qui existe depuis 17 ans, qui s'est créée sur les questions de liberté sur Internet. Il y avait le texte de la loi Hadopi, et c'est des personnes qui se sont dit « Ok, ce texte, c'est n'importe quoi. On va essayer d'aller influencer, d'aller dire aux députés de ne pas voter, et surtout d'aller leur expliquer comment ça fonctionne Internet. » Parce qu'on était en 2008, et c'était compliqué à l'Assemblée de comprendre comment ça fonctionnait. Et ce truc-là est resté, et après, on a élargi nos sujets. Avant, la Quadrature s'intéressait beaucoup aux questions de vie privée, de données personnelles. Il y avait eu les révélations d'Edward Snowden en 2013 sur la surveillance de masse aux États-Unis et dans le monde. Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui ? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Et du coup, en 2015, il y a eu un peu un tournant avec l'état d'urgence, avec les attentats, enfin en tout cas l'état d'urgence qui a suivi les attentats. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Et ensuite, à partir de 2015, ça a été loi sur loi sur loi sur loi. Et du coup, c'est pour ça que la Quadrature suit pas mal ces questions de surveillance. Et en parallèle, on pourra en reparler, on observe, mais ça, je pense, comme toute personne, aussi un durcissement, effectivement, de la répression des mouvements sociaux, où parfois, juste des propos radicaux sont réprimés. On le voit avec les dissolutions d'associations, etc., où il y a vraiment les lignes qui bougent et où même juste de l'expression politique radicale, et même pas si radicale que ça, va être sanctionnée. Bon, pour commencer déjà cette émission, je pense qu'il est important de comprendre le cadre sécuritaire. Comment un gouvernement arrive à avoir de telles armes. Toutes les lois là qu'il y a eu, et puis récemment aussi de la loi aussi narcotrafic. Il y a énormément de choses. Moi là, je vois l'état d'urgence, la loi sécurité intérieure, la loi JO. Oui, après il y en a d'autres petites, mais oui, il y a eu beaucoup de lois sécuritaires déjà depuis 20-30 ans, et alors là, depuis 10 ans, c'est une par an minimum, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Allez, bon, je peux commencer. On peut essayer de faire un truc un peu chronologique, comme tu as dit. Bien sûr. Et je l'ai un peu annoncé en 2015. Il y a eu les attentats. Et il y a eu une réponse, en fait, étatique à ces attentats qui était de
déclencher l'état d'urgence. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. C'est quoi l'état d'urgence, en fait? Parce qu'on dit état d'urgence, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est prévu donc, dans la Constitution pour, en cas d'urgence, pouvoir avoir des règles exceptionnelles qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur certaines choses et de pouvoir, en gros, porter atteinte aux libertés publiques au nom de cette exception. Mais du coup, l'état d'urgence a été déclenché, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a duré 2 ans, 2 ans et demi. Et d'habitude, pour faire une perquisition, il faut demander à un juge, pour arrêter des gens, il faut demander à un juge. Et là, l'idée, c'est non, au nom de l'efficacité, on fait et on verra après si c'était légal. Ça a été fait aussi au nom du terrorisme. Puisque c'est ça, en gros l'idée c'était on veut arrêter les terroristes. Du coup, l'état de droit et les règles de droit on les met de côté, le temps de faire ça. Ça c'est un peu la logique générale derrière tout état d'exception, c'est il y a une situation exceptionnelle, tout notre cadre démocratique on va le mettre de côté. Donc déjà, ça pose énormément de questions. Ces pouvoirs exceptionnels, ils ont un peu trop aimé les avoir les autorités répressives. Et du coup, ils n'ont pas réussi à arrêter cet état d'urgence. Donc plutôt que, je sais pas moi, au bout de 7, 10, 15 jours, ça a été prolongé. Et donc, comme je l'explique, cet état d'urgence, il donne énormément de pouvoir à l'administration. Quand je dis l'administration, c'est les ministères, c'est les préfets. Et donc, c'est des personnes qui d'habitude, n'ont pas le droit à avoir des pouvoirs répressifs. Et donc, ils peuvent faire des choses. Et ensuite, c'est le juge administratif qui ira vérifier la légalité. Et il y a eu, notamment dans cette période, juste après les attentats, énormément d'abus. Des perquises qui n'avaient pas lieu d'être. En gros, c'était on ratisse large, on essaye de trouver des gens, on a des pistes, et sauf que ça a été des appartements défoncés, alors qu'en fait, la personne n'avait rien à voir, si ce n'est juste qu'elle était musulmane. On voit qu'en fait, très vite, cette manière de réfléchir, en fait, s'il n'y a personne pour contrôler la proportionnalité de la mesure, il y a des abus énormes. Donc ça, c'était pour cette période-là. Le gouvernement n'a pas réussi à dire stop. En fait, cet état d'exception où en fait, les libertés publiques sont mises de côté, on arrête. On peut avoir des hypothèses, mais souvent, c'était par peur du coup politique de se dire si j'arrête l'état d'urgence et qu'il y a un attentat, je vais prendre cher, etc. Et en fait, c'est là qu'une certaine dynamique s'est enclenchée et dont on peut voir les effets en 2025. Donc Macron venait d'être élu et en fait, il a fait une loi qui s'appelle la loi SILT pour sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui en fait met dans le droit commun, donc les trucs qui étaient censés être temporaires, il les rend permanents. Donc du coup, de l'état d'urgence, il devait se terminer, un peu comme la loi JO d'ailleurs. Et la loi SILT a permis qu'il reste, en fait. C'est ça. Dans la... Okay. Une mesure dont je viens de parler, qui sont les perquisitions. En gros, une perquisition, à nouveau, normalement, c'est t'as une enquête, t'as un juge, et on dit, dans le cadre de cette enquête, on va perquisitionner. Et là, du coup, c'est l'administration qui voulait faire sans juge. Et ils ont permis de garder ça dans cette loi SILT. Maintenant, ils s'appellent ça des visites domiciliaires. Ah oui. C'est ça. Et tout a été renommé. Pareil, des fermetures administratives de mosquées ou de lieux de culte ou de magasins, etc. C'est des choses où il y avait certaines règles. Pendant l'état d'urgence, c'était permis beaucoup plus facilement. C'est resté dans la loi SILT. Pareil pour les assignations à résidence. Normalement, tu peux être assigné à résidence qu'après une enquête ou en tout cas dans une procédure judiciaire. Là, l'administration peut décider d'assigner des gens à résidence. Et ça, c'est des choses du coup qui sont permises depuis 2017 et sans date de fin. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, l'état d'urgence, quand c'était encore l'état d'urgence, en 2015, avait été utilisé contre des militants pendant la COP21, pour assigner à résidence des militants de la COP21. Alors que l'état d'urgence, c'était au nom du terrorisme et on voyait déjà qu'il y avait des abus d'utilisation de ces règles exceptionnelles à d'autres fins. Pourquoi dans ces lois, il n'y a pas écrit que seulement que ce soit utilisé que pour le terrorisme ou autre ? En fait, souvent, il y a écrit ce genre de choses. Et en fait, souvent, les critiques qu'on dit, c'est dire la lutte contre le terrorisme, c'est hyper large. Comme dans la loi renseignement, il y a la prévention des violences collectives. En fait, c'est des choses tellement larges. En fait, si la loi n'est pas définie assez strictement, tu peux faire un peu rentrer ce que tu veux. Et le mot terrorisme, il n'y a pas de définition universelle du terrorisme. Et donc, pareil, tu peux faire rentrer beaucoup de choses. Et ensuite, là, par exemple, le cas de la COP21, il faut qu'il y ait des garde-fous, des personnes pour contrôler. Et si la loi permet pas ça, ou que les quelques instances de contrôle contrôlent mal, c'est comme ça que les abus de droit se font. C'est à la fois avec des interprétations un peu farfelues du droit, et après avec une impunité. L'autre phénomène, mais on va en parler, c'est souvent quelque chose qui est autorisé pour un petit périmètre, le terrorisme. Et après, il y a une loi qui arrive qui étend un peu un autre périmètre, et qui étend, et qui étend. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qu'on a vu énormément depuis 2015. Ça s'est pas arrêté là. C'est facile. On a aussi oublié une grosse loi de 2015 qui est la loi sur le renseignement. En fait, il n'y avait pas de texte vraiment qui encadrait le renseignement. Il y avait un vieux texte des années 90. En 2015, il y a eu les débats sur l'état
l'état d'urgence et les débats sur la loi renseignement qui posaient le cadre de ce que pouvaient faire les services de renseignement. Et du coup, ça permettait au renseignement de faire des écoutes, de poser des micros, de faire du hacking de téléphone. Il y a une mesure qui est hyper vénère qu'on appelle les boîtes noires ou la mesure de l'algorithme qui permet au renseignement d'analyser tout un réseau Internet pour essayer de trouver des comportements suspects. Genre quelqu'un qui se connecte par tort, par exemple, ou un truc comme ça. Et donc ça, à nouveau, au nom du terrorisme, mais ça a été étendu année après année à d'autres finalités, mais ça, j'y reviendrai. Et en gros, en 2016, il y a eu une loi qui permettait à la police d'accéder à pas mal de ces techniques, de poser des micros, etc., au nom de la criminalité organisée, qui, spoiler, est un peu en train de devenir le nouveau terrorisme, qui est un peu la nouvelle justice d'exception. Au nom de la criminalité organisée, on peut faire plein de choses. Et du coup, cette période 2015-2017, elle est importante parce que c'est là où il y a vraiment un tournant, où en fait, la manière... les équilibres institutionnels, où d'habitude c'est le juge qui contrôle quand il y a une atteinte aux libertés, là il est mis de côté et l'administration peut faire beaucoup plus de choses sans contrôle d'un juge. C'est vraiment ce moment-là qui a changé beaucoup de choses. Et après on a plus vu beaucoup d'exemples de comment l'administration prenait ses pouvoirs. Donc les préfets qui interdisaient de plus en plus de manifs, qui fermaient des lieux, les préfets qui demandaient à dissoudre des associations. Donc je vais vous mettre un petit extrait que j'ai fait pour Blast. Où j'interviewe justement une des victimes qui elle, fait partie du mouvement Extinction Rébellion. Quand on m'a dit « Ah, vous étiez chez vos parents ces derniers jours ?» Et là, on se dit alors oui, j'étais chez mes parents, mais c'est le fait de savoir qu'on est scruté comme ça, c'est quand même... ouais, ça fait quelque chose. C'est un peu les mêmes moyens qu'ils peuvent mettre pour un terroriste, en fait. Exactement. Et en fait, c'est vrai que quand on se dit qu'ils ont mobilisé une quinzaine de personnes pour une enquête, alors qu'il y avait 3 000 euros de dégradation, on se dit, mais pourquoi avoir dépensé ce qui est sans doute des dizaines de milliers d'euros? Ils ont fait des analyses ADN, ils ont récupéré des objets sur place pour faire des analyses ADN et déterminer qui avait participé. Ce qu'il dit au début de « oui, vous étiez chez vos parents », ça, c'est une mesure de surveillance, donc de géolocalisation en temps réel. Donc, quand on a notre téléphone, en fait, on borne à des antennes et donc c'est comme ça qu'on sait... du coup, vu qu'on a souvent notre téléphone sur nous, ça permet de dire notre localisation. Et donc, soit la police et le renseignement ont accès à ces données a posteriori, donc ils peuvent retracer nos déplacements, soit il y a une technique de renseignement qui permet d'avoir accès en temps réel à la localisation de notre téléphone. Et c'est vrai que ces techniques-là, on pourrait penser qu'elles sont utilisées que pour le terrorisme, mais déjà, en fait, il y a eu un livre qui est sorti aussi qui dit que cette technique a été beaucoup utilisée pendant le mouvement des Gilets jaunes. Pareil, on voit comment les digues commencent à sauter. Et c'est des techniques qui ne doivent pas être utilisées pour ça, ou en tout cas qui, a priori, sont plutôt utilisées pour le terrorisme. Là, elles sont utilisées pour la surveillance des militants, surtout que en fait, dans la loi renseignement, en fait, les finalités sont tellement larges. Donc, la répression des mouvements militants, c'est la prévention des violences collectives. Pourquoi des gilets jaunes rentrent là-dedans? Et on voit, en fait, s'il n'y a pas le contrôle, de comment on va qualifier et définir ça, ça peut laisser la porte ouverte à ce genre de situation où en fait cette technologie elle avait été justifiée à cette époque-là oui pour des cas très graves et en fait si le droit il est pas assez bien fait, les services de renseignement on voit pas pourquoi ils se priveraient de ces outils-là. Donc voilà, donc la géolocalisation c'est un exemple et c'est vrai que le problème avec le renseignement c'est que c'est très difficile d'avoir des infos sur comment c'est utilisé. Il y a, pour ceux que ça intéresse, en vrai c'est relativement bien fait et c'est accessible, mais c'est vraiment geekos du droit. Il y a la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui est censée vérifier ce que font les services, qui fait un rapport chaque année. Les rapports d'activité, en fait, donc, elle explique un peu chaque technique de renseignement, elle explique ce truc de finalité dont je viens de vous parler, et il y a les chiffres chaque année. En gros, combien de personnes ont été mises sur écoute en 2023 combien de personnes il y a eu leurs données de récupérer. Et en vrai, nous, c'est notre seule manière d'accéder à ces informations, parce que le renseignement, sinon, c'est le renseignement, donc c'est secret. Oui. Ça, avec ces rapports-là, on a un peu les chiffres, mais c'est vrai que c'est beaucoup avec les remontées de terrain des militants surveillés qu'on a accès aussi à connaissance de comment ces techniques-là sont utilisées, que ce soit en renseignement ou en judiciaire. Donc le renseignement, mise au point, c'est de la prévention, avec plein de guillemets, dans le sens où il n'y a rien qui s'est passé encore d'infraction, et juste ils essayent d'anticiper. Donc ils surveillent pour voir ce qui va peut-être se passer. Et tout ça, c'est secret, ils ont énormément de techniques. Alors que le judiciaire, c'est une fois qu'il y a eu une infraction, il y a eu une enquête pour savoir qui est l'auteur, l'autrice. Et en fait, les moyens de surveillance du judiciaire se rapprochent vachement du renseignement, en tout cas quand on parle de criminalité organisée. Et là, du coup, je vais parler d'un autre sujet, mais qui, je pense, est hyper important. Dis-moi. Dis-nous. Et qui est vraiment en lien, c'est que du coup, la criminalité organisée,
la délinquance et la criminalité organisée, c'est un régime spécifique du droit qui a été créé il y a 20 ans, à la base pour avoir des règles un peu plus spécifiques, de pouvoir avoir plus de moyens pour traquer les mafias, etc. Sauf qu'en fait, dans la criminalité organisée, il y a toute une liste d'infractions. Et tu as notamment dégradation en bande organisée, utilisation d'engins explosifs en bande organisée. Mais du coup, en fait, ce régime-là de la criminalité organisée, on peut imaginer, ah bah oui, c'est pour des grosses mafias. Non, en fait, il y a des petits bouts de ce cadre juridique qui permet de réprimer des militants. Donc, dégradation en bande organisée, ça a été utilisé dans les affaires Lafarge, là, à Bouc-Bel-Air et à Évreux. Ça a été utilisé donc, dans des manifs. Et donc, à partir du moment où on est là-dedans, la police a droit à beaucoup plus de moyens de surveillance. Et donc là, c'est hyper important parce qu'on voit que c'est un peu comme le terrorisme, quelque chose qui est censé être, dans l'imaginaire, en tout cas, on se dit restreint, et qu'en fait, beaucoup plus large et qui permet à la police d'avoir accès à énormément de moyens de surveillance. Et comme je disais, ça ne s'est pas arrêté là. En 2020, il y a eu la loi sécurité globale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu des gros mouvements. Donc là, c'est beaucoup plus sur la surveillance, la vidéosurveillance et les capacités de la police d'avoir des outils, les drones, etc. Et en fait, chaque année, il y a une loi qui donne plus de pouvoir à la police et qui met de plus en plus le juge de côté parce qu'au nom de l'efficacité, vraiment leur argument maintenant, c'est de dire la procédure pénale, vraiment c'est chiant, on va enlever certains trucs de procédure pénale parce qu'on n'est pas assez efficace, alors qu'à nouveau, la procédure pénale, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'abus de droit. Quand il y a des PV, c'est pas pour les faire chier, c'est comme ça, on a une trace de tous les actes d'enquête. Du coup, dans la chronologie, donc loi sécurité globale, grosse manif. Il y a beaucoup de choses qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Tout ça est revenu dans une loi 6 mois après qui s'appelait la loi sécurité intérieure, où ils ont modifié un peu la manière d'encadrer. Donc les drones, ça avait été censuré, finalement, c'est revenu. Ils étaient déjà là, hein. Moi, sur le terrain, je les vois, les drones. Hein. Ouais, ils étaient déjà là. Et nous, à la Quadrature, on avait fait un peu la chasse aux drones, on avait eu des actions en justice et tout. Donc juste, ils ont pu être mis au sol pendant 2 ans, et à partir de 2023... ils ont été de nouveau légaux. Et effectivement, en 2023, il y a eu une loi sur les Jeux Olympiques qui est arrivée. Mais peut-être avant de parler de la loi, on peut parler des Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, nous, à la Quadrature, ça faisait longtemps qu'on avait cet événement un peu en ligne de mire parce que le ministre de l'Intérieur avait dit dès 2019 ou 2020 dans un rapport que les JO, ça allait être un super moment pour la France pour 2 choses. Que ça allait être une vitrine sécuritaire, qu'on allait montrer au monde entier comment la France savait faire de la sécurité et de la surveillance. Et que ça allait aussi être un moment d'expérimentation et de laboratoire. Et ça, il avait dit en 2019, 2020. Donc nous, on attendait, on était un peu sur le qui-vive en mode « Ok, il va se passer quelque chose ». Et à côté, nous, on a une grosse bataille contre la vidéosurveillance algorithmique depuis pas mal d'années dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Technopolis qu'on a lancée sur la surveillance dans les villes, dans l'espace public. Et pareil, cette technologie, elle n'était pas du tout légale. J'ai pas trop parlé de la vidéosurveillance algorithmique et qui est du coup cette technologie qui a été légalisée par la loi sur les Jeux Olympiques et qui permet donc de retrouver des comportements soi-disant suspects. Donc ça va être par exemple un groupe qui se forme, tomber, marcher à contresens, etc. Si une de ces images, cette chute ou cette personne qui marche à contresens de la foule, est analysée par un de ces algorithmes, eh bien ça va déclencher immédiatement une alerte dans un centre de supervision urbain et c'est un agent humain ensuite qui se chargera de savoir s'il est nécessaire ou non d'envoyer la police sur place. Tu m'as dit que tu pouvais répondre à cette question. Ah oui, sur la carte des caméras, effectivement, c'est quelque chose qui est déjà fait. En gros, il y a des personnes qui cartographient où sont les caméras de vidéosurveillance. Donc, ils vont dans la rue et qui... On appelle ça des cartoparties. Et c'est les personnes qui contribuent sur OpenStreetMap. Ensuite, ça arrive sur ce site-là. Et donc, il y a je sais plus si c'est les rouges ou les bleus. Il y en a les publics, d'autres les privés. Il y a des gens qui mettent c'est quoi la marque, c'est quoi l'angle et tout. Donc, il y a vraiment des gens qui sont trop chauds à ça. C'est un projet coopératif. Le OpenStreetMap, c'est un projet coopératif. C'est les gens qui aident à contribuer à la carte et à dire ici, il y a tel magasin, ici, il y a tel truc, et de dire ici, il y a telle caméra. Voilà. Il y a plein de tutos en ligne et tout pour savoir comment contribuer à OpenStreetMap. N'hésitez pas à les regarder. C'est un très chouette projet. Et du coup, peut-être je peux parler vite fait de la loi JO. En gros, la loi JO a été un peu le moment où ces 2 phénomènes se sont rejoints. Les JO servent à expérimenter une technologie qui est la vidéosurveillance algorithmique sur laquelle on t'a fait déjà. Et d'ailleurs, nous, on n'y connaissait rien aux JO, on n'est pas une asso sur ça, mais il y a pas mal de littérature là-dessus, il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent aux JO et aux méga événements sportifs de manière générale en tant que moment qui... permettent justement d'accélérer certaines politiques ou de déroger à certaines règles. Par exemple, à Rio, il y a eu les JO et la Coupe du Monde. En fait, ils se sont servis de ce moment-là pour raser des favelas, pour foutre l'armée dans les villes. Au Japon, avec les Jeux de Tokyo, il y avait une loi hyper répressive qui essayait de faire passer depuis des années. Ils n'y arrivaient pas. En fait, au nom des JO, ils ont réussi à la faire passer. Donc, en fait, on voit que c'est un phénomène qui existe depuis super longtemps, d'utiliser les JO, de les instrumentaliser
pour en fait un agenda politique qui est déjà là depuis longtemps. Et en Angleterre, non, ils ont mis pas mal de caméras justement. Londres est devenue une des villes les plus surveillées après les Jeux de 2012, parce qu'ils ont mis la balle de caméra. Et de manière générale, en fait, la surveillance de masse et la surveillance dans le monde, il y a eu un avant et un après 11 septembre 2001. Où en fait, c'est à nouveau exactement la même rhétorique. Là, c'est les États-Unis, ils ont dit au nom du terrorisme, on va surveiller tout le monde. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Et il y a pas mal d'États occidentaux qui ont totalement suivi, dont la France. De se dire, en fait, on va changer la logique de proportionnalité, maintenant... on est OK de surveiller tout le monde et de chercher après. Et pareil, sur tous les Jeux Olympiques qu'il y a eu, à partir de 2000-2001, ça a switché sur le côté hyper sécuritaire de ces moments, quoi. Est-ce qu'on passerait pas au jeu ? C'est un peu un moment quiz et déguisement. Ok, j'ai hyper peur, mais ok. Et du coup, il y a écrit « Fier de défendre les droits humains ». Est-ce que ça peut être détectable ? Techniquement, l'algorithme, tu peux lui faire repérer ce dont tu as envie. Après, là, dans les cas d'usage qu'on voit de la vidéosurveillance algorithmique, ça va être beaucoup soit de repérer des comportements, et soit après, effectivement, de repérer des gens en fonction de comment ils sont habillés, etc., pour les retrouver. Donc c'est vrai que ton truc, il est assez unique. Okay. Tu vois, on a vu, t'as fait une action et t'avais ce t-shirt-là, ils peuvent essayer de retrouver ce t-shirt-là dans les autres caméras. Moi, par exemple, mon pull, il est assez identifiable. Et on a eu des cas comme ça où un mec avait ils disent le t-shirt est assez particulier, on a pu le retrouver dans une autre image. Donc, les caméras algorithmiques, c'est pas que la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance de tous nos attributs. Mais genre un petit pin ou quoi, sur une casquette ou quoi, on peut le retrouver ? J'imagine que oui. Après, c'est l'IA, tu vois. Je sais que l'intelligence artificielle arrive à retrouver des trucs écrits. Enfin, tu lui demandes de retrouver droits humains dans tout un tas de photos, elle va y arriver. Donc, c'est comment t'entraînes. Après, est-ce que c'est un cas d'usage aujourd'hui en France ? Pas certaine. Je te laisse faire ton jeu. Ça, après, c'est ce que je disais. Franchement, ça se retrouve. Hein. La question, c'est est-ce que ça biaise la reconnaissance faciale ? Pas sûr. Je pense qu'avec ça, je sais qu'ils ont réussi à retrouver des gens avec des masques. Donc, mais je connais mal. Mais c'est vrai que quand il y a eu le Covid, on s'est demandé est-ce que ça empêche la reconnaissance faciale. Et après, ils réentraînent leurs algorithmes parce que la reconnaissance faciale, en fait, ça chope des points sur le visage qui sont particuliers, de la distance entre certaines parties du visage. Donc c'est possible que ça n'empêche pas la reconnaissance. Bon. Et un kéfier, une tenue un peu en kéfier. On peut parler de discrimination, de comment aussi cet algorithme va être travaillé. Clairement, dans l'algorithme, en fait, à nouveau, un algorithme, il lui faut beaucoup de bases de données, pour qu'il apprenne à reconnaître quelque chose. Et si on lui a appris à reconnaître un kéfier, il pourra détecter un kéfier. Et en Iran, cette technologie, elle est utilisée pour trouver les femmes qui portent mal, qui ne portent pas ou portent mal le voile. Donc, c'est clairement des choses qui peuvent être faites. La question avec la vidéosurveillance algorithmique, c'est que c'est très difficile d'avoir des infos sur comment elle est déployée. Donc, il y a le cadre légal de JO, mais il y a plein de villes qui l'utilisent de manière illégale. Donc on va sur les sites d'entreprise pour voir les fonctionnalités qui sont permises. En tout cas, techniquement, ils savent comment faire. T'en as en France des exemples de villes qui ont de la vidéosurveillance algorithmique, ouais. Nice. Nice en a. Là, dans les exemples récents, il y a Saint-Denis qui s'est doté d'un logiciel. Il y a Reims, il y a Brest. En vrai, il y en a plein. Bon, c'était simple, c'est juste je voulais un peu qu'on parle de ce racisme en fait peut être mis derrière l'algorithme. C'est toute la fabrication de ces algorithmes en fait du début, de quand ils récupèrent les bases de données, ils les annotent, ils entraînent. En fait, c'est fait. Moi, j'aime pas parler de biais. En fait, c'est des choix, c'est juste des reflets de la société et la société est raciste et du coup, ces algorithmes reflètent la mentalité de ceux qui les construisent. Et donc oui, donc c'est fait par des hommes blancs et du coup, ça se reproduit dans ces algorithmes et même toute la chaîne. C'est toute une industrie, en fait, est faite aussi avec des critères et des normes très, très blanches, quoi. Du coup, ça peut être trouvé par un algorithme. Par contre, là, tu te fais pas choper par la reconnaissance faciale. Donc c'est bien d'être comme V Vendetta, quoi. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ? Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut des caméras. En vrai, ces trucs-là, comme les maquillages anti-reconnaissance faciale qu'on voit passer... Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Déjà, il y a moyen que les algorithmes arrivent à les détourner maintenant, et surtout, c'est intéressant artistiquement pour montrer ça, mais c'est pas une solution
pérenne, c'est vraiment un truc très individuel, alors qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus collectivement. Et puis, on te voit quand même, c'est pas du tout anonyme quand t'as des trucs sur la gueule. Mais artistiquement, c'est intéressant. Je vois qu'il y a des questions. Mais si ça vous protège, qu'il y ait des caméras partout, comme en Angleterre, c'est génial, ça démotive les infractions. Et en même temps, ça peut se retourner contre nous, mais les politiques vont dire que si on n'a rien à se reprocher, tout va bien. Donc on répond quoi à ce genre d'argumentaire? Ça doit pas rassurer. La surveillance, en fait, ça donne énormément de pouvoir et d'informations, pas à n'importe qui, à l'État, à une institution policière, alors que oui, non, c'est normal que l'État n'ait pas à avoir des informations sur nous. À la base, ça devrait être l'exception, la surveillance, c'est juste que c'est devenu la règle. Et derrière on n'a rien à se reprocher, en fait, c'est hyper stigmatisant aussi de... Il y a les bonnes personnes, il y a les gens normaux, il y a les gens bizarres et les gens suspects. Et en fait, on voit que la surveillance, elle va toujours contre les personnes dont on décide qu'elles ont à avoir des reproches, mais dans le sens, ce que je veux dire par là, derrière les mêmes catégories de population, c'est toujours dans les quartiers populaires, c'est toujours les personnes exilées, les militants, etc. Et en fait, si l'État fixe les reproches, oui, c'est sûr qu'on va forcément être d'un côté ou de l'autre. Mais c'est un vrai sujet. Et les caméras de vidéosurveillance, c'est un autre vrai sujet... parce qu'elles se sont tellement déployées, elles ont été tellement acceptées que c'est difficilement audible les discours contre, mais faut pas lâcher. On va peut-être vous montrer cette fameuse vidéo de micro-trottoir. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait des caméras et que, algorithme ou pas, c'est juste plus de sécurité pour les femmes comme pour les hommes et pour la ville en général. Je pense que là, l'important, c'est pas le « ok, est-ce que les caméras, c'est too much ?» Est-ce que ça prive les libertés dans le fait est-ce qu'un jour, je vais pouvoir rentrer chez moi à minuit passé sans avoir peur de me faire agresser? Le côté, effectivement, ça va faire ça va démotiver les infractions. En fait, ça, c'est pas vrai. Souvent, par exemple, pour ce qui est des caméras, ça déplace. Si on met une caméra au-dessus d'un point de deal, juste ce point de deal, il va aller dans la rue d'à côté. Ça montre... D'un point de vue très rationnel, les caméras, elles ne changent pas grand-chose à la sécurité. Par contre, elles sont un outil pour la police pour discriminer et pour réprimer. Et que leur intérêt n'est pas tellement de retrouver les auteurs, autrices d'infractions ou de prévenir des choses, mais plus de montrer qu'ils agissent pour la sécurité. Et c'est pour ça qu'ils mettent toujours plus de caméras. Et que les réponses, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de transformation sociétale. Elles viennent aussi, par exemple, quand les femmes se font agresser, de meilleures réceptions des plaintes dans les commissariats, etc. Et de ne pas focus l'attention sur les caméras et de comment rassurer une femme aussi dans la rue. C'est par exemple en faisant un espace urbain qui est plus accueillant, qu'il y ait des gens en fait qui soient rassurants aussi. Donc c'est là où, quand je dis ces transformations de la société, moi je me sentirais plus en sécurité quand je sais que si je me fais emmerder, le pote du gars il va lui dire arrête, qu'est-ce que tu fais, qu'il y ait des gens qui arrivent et qui me rassurent, etc. Et que la caméra elle va pas changer grand chose. N'importe quelle femme sait qu'il y a énormément d'agressions qui ne se voient pas aux caméras. Parfois c'est un regard, parfois c'est une parole. Moi ça me rend ouf quand j'entends les petits qui disent oui on va mettre des caméras dans le métro pour trouver les frotteurs. C'est vraiment un truc de gros mec de dire ça, parce que n'importe quel vécu de femme, c'est que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Et en fait, c'est très, très énervant que la sécurité des femmes soit instrumentalisée. Par contre, on touche à la question du sentiment d'insécurité dont on parlait tout à l'heure, qui est important et qui est intéressant, mais qui est vachement instrumentalisé. Parce qu'elles se sont tellement déployées, elles ont été tellement acceptées que c'est difficilement audible les discours contre, mais faut pas lâcher. Donc sur le fait de rien se reprocher, c'est qu'en fait... si on veut, comme on a toujours vu, lutter pour quelque chose qui peut parfois être noble et pour la plupart du temps est quand même quelque chose de bon pour l'évolution de la société, on est obligé de se reprocher quelque chose finalement. Donc se reprocher quelque chose, ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif ou autre, c'est qu'on agit et que ça dérange un pouvoir en fait. Et justement, si au nom de cette sécurité, on nous empêche de faire évoluer cette loi, je me répète sur ce que tu viens de dire. Elle me regarde en mode. Non, mais c'est grave, je lui dis, répète. Non, mais t'inquiète. Non, mais je lui avais dit et tout. Et en fait, il y a des gens qui comprennent pas ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas comment faire pour créer un déclic chez ces gens, tu vois, pour leur dire, en fait, c'est pas. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas de... Et pour le coup, l'acceptabilité sociale des caméras, elle est vraiment dans les grandes villes, on les oublie. Tu vois, elles sont là depuis tellement longtemps et c'est vrai que t'arrives et tu questionnes un truc que les gens n'ont jamais questionné, qui leur semble totalement normal et franchement, c'est difficile. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas forcément la sécurité des gens qui est poursuivie, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un de proche qui s'est fait agresser. Il y avait des caméras, il était en dessous, et ils n'ont pas retrouvé, ils n'ont même pas cherché à vérifier dans les vidéos. Donc je me dis, servent à quoi? Derrière, on se demande s'il n'y a pas un autre but. Ça m'avait choquée à cette époque-là. Je me suis dit, donc on peut se faire agresser. Il y a forcément une trace, puisqu'il a été filmé, et il n'y a rien qui s'est passé derrière. C'est un peu ce dont je parlais, qu'en fait les caméras ne fonctionnent pas, mais dans le sens ça fonctionne pas
Techniquement, ça sert pas trop dans les enquêtes. Et en fait, même ça fonctionne pas pour faire sécurité. En fait, on voit bien que ça n'agit sur rien. En Chine, en 2018, j'ai trouvé l'autosurveillance partout. Quand tu arrives dans l'aéroport, et demandez-vous de mettre votre main sur un petit truc là, et tout était réglé tout de suite. Donc c'est quoi, empreinte empreinte digitale de 2 mains, comme ça. Et avec ça, il y a tout votre fichier civique. Et c'est un peu ahurissant, mais quand tu baladez dans la rue, vous êtes reporté partout, quoi, et vous suivez tous vos agissements dès que tu es là. Donc vous avez un fichier dès que vous rentrez. Exact. Même si vous êtes étranger. Exact, c'est ça. Fichier, quoi. C'est ça, exact. Je pense que l'avenir, ça va être de trouver un coin tranquille dans le monde dans lequel tu n'es pas répertorié, tu n'es pas suivi et tu vives de votre vie sur le soleil. Alors son coin de soleil, je sais pas s'il existe malheureusement. Et lui, il parle du fichage et tout, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être dans ce qu'il dit qu'il trouverait ça dans le monde, mais c'est vrai que la plupart des États mettent en place ce type de dispositif. Et surtout, en plus, les caméras sont subventionnées totalement. Les caméras sont méga subventionnées par l'État. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, il y a des caméras dans des petits bleds et dans des villages parce qu'en fait, elles ont des aides de l'État, alors que ça sert à rien, alors que cet argent, il pourrait être mis dans plein d'autres choses. Et c'est vraiment une politique nationale qui dit aux collectivités locales, les caméras, ça sert à la sécurité. Donc bref, il y a encore tout un autre débat, la vidéosurveillance, mais c'est exactement ça. Votre message, c'est pas forcément de dire qu'en fait, la sécurité n'est pas importante, etc. Et là, je vais mettre en parallèle ce que Retailleau a dit pendant les jours, où il y a eu 9 attaques, selon lui, terroristes qui ont été déjouées. Ça reste important quand même, la sécurité. Et je voulais justement dire quel est votre message à ça, comment vous vous placez par rapport à ce genre de commentaires, quoi. Souvent, en fait, nous, ce qu'on dit, comme pour la sécurité des JO, on ne voulait pas qu'il y ait des attentats pour les JO, c'était pas du tout ça. C'est quels sont les moyens pour l'objectif. Et souvent, ça va pas être la surveillance de masse pour un objectif précis. Et par exemple, pour les attentats déjoués, on voit que souvent aussi, c'est le renseignement humain qui a permis de déjouer des choses et pas de mettre tout le monde sur écoute. Et on en parlait sur la pédocriminalité, c'est pas de mettre tout le monde sous surveillance qui va permettre ça, et c'est aussi un éveil collectif, etc. Donc oui, c'est que des critiques qu'on se prend dès qu'on critique la surveillance de masse, vous allez avoir du sang sur les mains. Non, en fait, on dit juste que ce n'est pas la solution de bafouer toutes les libertés, et qu'il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus ciblées, qui peuvent être beaucoup plus réfléchies. Et voilà, et après, il y a des annonces très sensationnalistes aussi de dire « Ah là là, on a déjoué plein d'attentats, regardez à quel point on a besoin de ces moyens. » Et en fait, on ne sait pas comment ces attentats ils ont été déjoués. En fait, qu'est-ce qui a été vraiment utile là-dedans ? Et Retailleau, là, pendant la loi narcotrafic, voilà, il sort plein de trucs de son chapeau pour dire qu'il faut absolument ces techniques. Enfin, il y a un narratif très autoritaire de dire on en a besoin, il faut être efficace, la sécurité avant tout, aussi. Et peu importe les libertés. Et ça, c'est vraiment les logiques qui amènent vers le fascisme, de dire la sécurité avant tout et l'efficacité avant tout, et de pas du tout mettre de la nuance et de la mesure dans le discours. Alors, un exemple concret, c'est comment un simple collage de stickers a pu être totalement réprimé. Et il y a 8 militants de l'Extinction Rebellion qui ont été en garde à vue pendant les JO. Donc, du coup, je vous laisse un peu ce témoignage. On avait tout simplement une petite action très tranquille qui consistait en fait à coller des stickers dans le métro. Donc, il y avait 2 groupes, voilà, une vingtaine de personnes qui participaient à cette action-là. Et j'insiste sur le fait que c'est coller des stickers. Il n'y avait pas de dégradation, rien d'autre. Donc le but, c'était de sensibiliser. Oui, le but, c'était de sensibiliser. C'était de sensibiliser aux enjeux des JO. Il y a combien de personnes qui sont parties en garde à vue ? 8 personnes en garde à vue. Pour l'action sticker. Exactement. Oui, ils ont instrumentalisé le droit. Ils ont dit on vous arrête pour tel truc, et en fait, il n'y a pas eu de poursuite derrière. Et ça, c'est à nouveau, oui, pour le coup, ça j'ai entendu, il le dit que c'est un détournement de ce pourquoi le droit est fait. Là, qui a juste été fait pour empêcher des gens d'agir ou même d'être là pendant les JO. Et ça, c'est pour le droit les procédures judiciaires, mais il y a eu aussi beaucoup d'assignations à résidence, donc en administratif, fait par le préfet, sur énormément de personnes pendant les Jeux. Beaucoup des personnes musulmanes qui sont fait assigner à résidence ou qui avaient des contrôles, qui ne pouvaient pas aller à certains endroits dans les Jeux parce qu'elles ont été estimées dangereuses, et souvent, c'était des liens, mais ce n'était pas du tout justifié. C'est très difficile à contester. Et il y a aussi quelques avocats qui sont contestés ces mesures qu'on appelle les MICAS. C'est issu de la fameuse loi SILT, donc la loi de 2017 qui a transposé l'état d'urgence dans le droit commun. Et c'est des choses qui permettent à l'administration de dire il y a quelqu'un qui est dangereux, on va lui mettre une mesure individuelle de contrôle. Et donc, ça peut être tu vas pointer au commissariat tous les jours, etc. Et ça, tout ça, c'est sur la base du renseignement.
Donc c'est les renseignements qui fait son petit papier, on appelle ça les notes blanches parce que c'est impossible de savoir ce qu'a dit le renseignement pour estimer que la personne était dangereuse. Et il y a eu des centaines et des centaines de mini-casses pendant les JO. C'est déjà des trucs qui sont hyper problématiques parce qu'il n'y a pas de juge dans l'histoire, c'est l'administration qui décide. Et voilà, et ça, il y a des chercheurs en droit qui sont un peu penchés sur l'utilisation des mini-casses pendant les jeux, mais ça a été un peu comme les enquêtes administratives. En fait, là où c'était inédit pour les jeux, c'était l'ampleur, le nombre, des centaines et des centaines et des centaines. Et en fait, vraiment, les jeux, ça a été le moment où ils ont tout utilisé en même temps. Tous les trucs qui ont été permis depuis 10 ans, là, c'était combo, tout était utilisé en même temps, au nom de cet événement exceptionnel, au nom de la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, il faut des infractions. Enfin, faut dire qu'ils ont commis quelques infractions. Et donc, du coup, là, on va en voir une. C'est participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les forces de l'ordre utilisent beaucoup pour justement pouvoir, sans, on va dire, commettre d'inégalités, emmener des gens en garde à vue et pouvoir les attaquer. Donc, c'est des infractions et Alexis va nous expliquer un peu comment elle a été faite. La définition exacte, c'est participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. C'est effectivement une infraction qui a été créée sous Sarkozy. C'était une sorte de loi de circonstance qui visait à c'est parce que c'est souvent le laboratoire d'expérimentation, les banlieues. Donc ça visait effectivement à lutter contre des phénomènes de bande, les occupations de halls d'immeubles, ce genre de choses-là. Donc il y a cette fameuse infraction qui a été créée, une infraction qui permet effectivement de contrôler, interpeller, poursuivre éventuellement des personnes avant même qu'elles commettent des infractions, parce qu'on suppose qu'elles vont potentiellement, parce qu'elles sont en groupe et parce qu'il y a des éléments extérieurs, matériels, qui nous font penser qu'elles pourraient le faire, pourraient commettre des infractions. Donc on les interpelle grâce à cette infraction-là de façon préventive. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, cette infraction, elle est utilisée avant tout pour réprimer les mouvements sociaux. C'est l'infraction phare qui est utilisée dans les manifestations pour interpeller des personnes avant qu'elles commettent quoi que ce soit, juste parce qu'elles sont habillées un peu trop de sombre. Et c'est la même infraction qui est utilisée quand on n'a rien d'autre à reprocher à des militants parce qu'ils sont réunis dans l'espace public. On suppose qu'ils vont aller faire quelque chose, commettre un acte répréhensible. Et plutôt que d'attendre de voir s'il y a quoi que ce soit qui va être fait, on les interpelle préventivement sur la base de cette infraction. C'est cette fameuse infraction que du côté des avocats, mais aussi de tous les défenseurs des libertés du type Ligue des droits de l'homme, cette infraction la dénonce et on demande son abrogation parce que justement elle permet ce genre de dérive, ce genre d'interpellation arbitraire, hors de tout cadre. Voilà les petites loutres. Vous avez un peu le retour. Je juge pas sur le choix du mot loutre. Je vais quand même rapidement en mettre un autre quand même parce qu'il y en avait plusieurs. Bonjour, je m'appelle Cha, je suis activiste pour la Palestine et pour Extinction Rébellion et aujourd'hui je vous parle de techniques répressives de l'État que nous sommes en train de subir. Donc ça fait plusieurs années qu'on subit de plus en plus de répression à différents niveaux, répression policière, répression judiciaire, répression économique. Notre militantisme maintenant a aussi des conséquences sur notre emploi. Cet été, dans le cadre des Jeux Olympiques, la préfecture de police a filtré les candidatures pour travailler et je témoigne à titre personnel, mon dossier a notamment été bloqué alors que je devais être guide conférencière pendant l'événement, alors même que je n'avais jamais été en garde à vue, aucune procédure judiciaire à mon encontre, mais que j'avais seulement sorti un drapeau palestinien à ma cérémonie de remise de diplôme. Ce dont elle parle à la fin, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, qui a été le contrôle des personnes qui ont travaillé pendant les Jeux. Donc on a parlé tout à l'heure, nous on a beaucoup suivi les Jeux au début sur les questions de vidéosurveillance algorithmique et bref. Et en fait, il y a eu autre chose, il y a eu l'exploitation des fichiers de police et de renseignement. Les JO, c'était un événement qui était dans une certaine catégorie juridique qui fait que toute personne qui voulait travailler sur les JO, ça pouvait être technicien son, ça pouvait être caméraman, ça pouvait être photographe, journaliste, avait besoin d'une accréditation parce que c'était dans cette qualification de grand événement qui est particulièrement exposé à des risques de sécurité, blablabla. Et du coup, pour ça, quand il y a ce type d'événement-là, il y a des enquêtes qu'on appelle les enquêtes administratives de sécurité où tu as un service qui va regarder, qui va taper ton nom et qui va regarder si tu popes dans des fichiers. Et qui ensuite va évaluer le risque que tu fais peser ou non. Et là, il y a eu plus d'1 million d'enquêtes, si je dis pas de bêtises, parce que les JO, ça a été énormément de gens qui ont bossé sur ça.
Et on a collecté des témoignages cet été où en fait on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu leur accréditation. Donc tout le monde était passé au crible et qui n'ont pas eu leur accréditation. On savait que ces enquêtes administratives permettaient de faire de la discrimination et de la discrimination politique parce que c'est la même chose si vous bossez par exemple dans un ministère, dans une fac, alors pas forcément dans une fac mais dans certains établissements publics qui sont liés à des questions de sécurité. Et du coup le point, quand on a vu qu'il y avait au moins une dizaine de témoignages et qui nous sont revenus, donc c'est fort possible qu'il y en ait beaucoup plus. En réalité, ça veut dire qu'il y a une consigne qui a dû être donnée à ce service qui fait les enquêtes, de dire, dans les risques, vous enlevez aussi toutes les personnes un peu trop militantes, parce qu'on sait que les militants critiquent les JO. C'est vraiment édifiant de voir que cette discrimination politique peut être faite à cette échelle. Déjà, il y a ça. Et l'autre chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est la question des fichiers qui ont énormément... le nombre s'est démultiplié ces 20 dernières années et peuvent permettre de ficher les activistes et les militants. Et en fait, toute cette collecte d'informations toutes ces dernières années, à la fin, quand elle est exploitée, peut permettre vraiment d'avoir une action concrète sur la vie des personnes. Moi, je vais aller un peu plus loin que ça. C'est parce qu'il est grave, hein, donc on nous explique comment ils viennent, comment c'est mis en place. C'est qu'en tant que journaliste, j'ai déjà fait une action pour filmer, etc. Et on m'a déjà demandé de mettre mes empreintes. Et on m'a demandé de donner mon ADN que j'ai refusé. Ils ont pris ta photo ? Ouais. Et là, je suis au regret de te dire que du coup, t'es dans... Donc là, de ce que tu me dis... C'est certain. T'es dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Et le fichier de traitement des antécédents judiciaires, c'est ce qui permet aujourd'hui en France de faire de la reconnaissance faciale. Ah donc... super. Mais attends, mais c'est horrible parce qu'on m'appelle en tant que journaliste pour aller... donc c'est-à-dire qu'ils savent quand il y a une action limite. En gros, non, c'est plus dans le sens où... Enfin, ça, c'est ce qui est autorisé par la loi. Après, s'ils font des trucs à côté. Mais c'est que s'il y a une enquête à un moment... et qui cherchent quelqu'un, ils ont la photo de quelqu'un. Donc, par exemple, je sais pas, il y a une action. Effectivement, il y a une action. Et il y a ta photo. Ils vont te passer à la moulinette de la reconnaissance faciale. Et vu que tu es dans le TAJ, ton identité, elle peut arriver. Petit moment info, le traitement des antécédents judiciaires, c'est un fichier qui collecte tout passage un peu auprès de la police. Donc, si vous avez été arrêté, donc poursuivi, mais même si vous avez été relaxé, relâché, vous êtes dans le TAJ. C'est pas du tout les antécédents judiciaires comme le casier, c'est vraiment juste est-ce que vous avez un contact avec la police. Et si vous avez été mis en cause, parce qu'il y a aussi les victimes, si vous avez été mis en cause, il y a votre photo. Donc le TAJ, c'est un bordel absolu, c'est 20 millions de fiches. Et dans les mises en cause, c'est à peu près 10 millions de photos. Je sais pas si vous voyez du coup ce qu'on appelle l'affaire Lafarge. Vu que là, on parle de surveillance des militants, de répression des militants, c'est vraiment aussi une affaire sur laquelle il y a eu beaucoup d'attention parce qu'ils ont mis en place les moyens de l'antiterrorisme. C'est la sous-direction à l'antiterrorisme qui a été mobilisée. Il y a eu relève, donc c'est sur le site où il y a eu l'intrusion. Donc à nouveau, il y a eu un peu de sabotage et des tags. Mais ça a été des atteintes au bien, quoi. Et ils ont même mis en place relève d'ADN, relève de données de géolocalisation, reconnaissance faciale. Ils ont mobilisé énormément de personnes. Ils ont regardé toute la vidéosurveillance pendant des heures et des heures et des heures de ce qui s'était passé aux alentours. Donc vraiment énormément de moyens qui ont été mis pour retrouver ces militants. Et on n'avait jamais vu ça dans cette ampleur. Et donc cette brochure, elle explique bien tout ce qu'ils ont mis, tout ce qui s'est passé pendant l'enquête. Et c'est assez effrayant, à nouveau dans la dynamique dont on parle, de se dire en fait là ils mettent des moyens hyper importants pour une action militante, et on n'avait jamais vu cette ampleur-là. Et donc c'est vrai que les personnes qui étaient fichées ou qui avaient pu donner leur ADN, etc., il y a des personnes qui ont pu être retrouvées. En tout cas, ils disent qu'ils ont retrouvé des personnes à travers leur ADN. Et en fait, pareil, il y a des règles normalement où ils n'ont pas le droit de choper les empreintes, l'ADN et le visage pour rien. Souvent, c'est fait sans aucun critère. Et pareil, dans la dynamique dont j'ai pas mal parlé, qu'on voit de quelque chose qui est autorisé pour un tout petit périmètre et qui augmente, l'ADN, c'est un exemple assez effrayant. Donc le fichier s'appelle le FNAG, Fichier national empreinte génétique, je sais pas ce que c'est, le A. Et à la base, il avait été autorisé juste pour les... En fait, c'était après un fait divers d'un pédocriminel. Donc, on a dit, OK, on collecte l'ADN, c'était fin des années 90, début des années 2000, juste pour les infractions sexuelles. Parce que ça avait quand même fait scandale, l'ADN, c'est intrusif. Et après, sous Sarko, ça a été élargi à d'autres infractions et d'autres infractions et d'autres infractions. Et aujourd'hui, on peut demander l'ADN pour quelqu'un qui a fait un tag. Et on voit bien comment, en fait, si on ouvre une porte, elle va toujours être de plus en plus élargie, quoi. Là, c'est le moment. Si ça vous intéresse, les fichiers, ça, c'est une brochure qui s'appelle « La folle volonté de tout contrôler ». Et ça, du coup, la folle volonté de tout contrôler, c'est la Caisse de solidarité de Lyon, donc qui est le groupe anti-REP de Lyon, qui a fait un travail trop important et hyper méticuleux pour recenser tous les fichiers, à quoi ils servent. Et à la fin, il y a des modèles de courrier. D'accord. Si vous voulez demander à retirer des informations de fiches. Voilà. Donc, je vous invite à aller... pour les militants, pour moi, qui. en tant que journaliste. Voilà. Donc, tu regardes les conditions, comment tu peux être enlevé du TAJ, comment tu peux être enlevé du... Du coup, ils ont pris quoi, ton ADN, donc du FNAG. Non, j'ai refusé. Mais ils ont pris tes empreintes ?
Ah ouais. Donc ça, t'es dans le FAED, donc le fichier des empreintes digitales. Ouais, j'étais obligé par contre, ça, Ouais. je crois. Il était obligé. Enfin, ou alors ils ne le disent pas, mais... Ouais, il y a des... Non, mais ils t'obligent. Mais c'est que pour contester, c'est... Ouais. Après, ça peut être un délit de refuser, donc c'est compliqué. Ouais. La grosse conclusion, c'est que même si on est en garde à vue et que finalement on en ressort indemne, en fait on n'en ressort pas indemne parce qu'on rentre dans cette base, dans ce fichage. C'est important de pointer et puis aussi pas se laisser faire. Et... Connaître ses droits, ouais. Connaître ses droits. Et se rapprocher des legal teams et tout, ouais. Oui, parce que là, Legal Team, c'est des gens qui t'aident, en fait. Ouais, et qui peuvent te former justement là-dessus, sur ces questions-là. Il y en a dans pas mal de villes, donc en fonction de où vous habitez, les groupes anti-rep, etc., de faire de l'autodéfense juridique pour connaître un peu ce que la police a le droit de faire ou pas, comment agir en garde à vue. Voilà. Et on passe à la deuxième partie qui est beaucoup plus courte pour le coup, c'est la loi IA Act. Rapidement sur l'IA Act, c'est donc règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un texte qui est européen, donc au niveau de l'Union européenne. Qui est sorti là il y a Oui, mais en fait, il faut comprendre qu'au niveau de l'Union européenne, c'est des années de procédure. Parce qu'il y a une première version, machin. Il y en a ça dure toujours très longtemps. Donc, il est arrivé en 2021 ou 2022, et le temps des négociations, etc. Et en gros, c'est un texte plutôt économique qui veut réguler l'intelligence artificielle. Donc, plutôt économique sur comment on met une IA sur le marché, un peu comme si vous voyez la régulation pharmaceutique. Il y a des critères pour mettre des médicaments sur le marché. Bah là, c'est un peu pareil avec l'IA. Mais dedans, il y avait un article qui était intéressant parce qu'il y avait qu'est-ce qui est totalement interdit. Qu'est-ce que vraiment on ne veut pas que ça arrive en Europe. Et du coup, c'était un moment où on parlait plus de liberté publique, où on disait c'est quoi les lignes rouges de l'Union européenne. Et dans cet article-là, il y a notamment le Parlement européen qui a poussé pour l'interdiction de la reconnaissance faciale, de dire cette technologie est trop dangereuse. Et c'est là où on aurait pu se dire, bah ouais, en fait, on prend des technologies qui sont intrinsèquement dangereuses et on n'en veut pas. Et en fait, il y a eu un rapport de force donc, entre les pays, les États membres et le Parlement. Et c'est les États membres qui ont plutôt gagné comme d'habitude. Et là où c'est intéressant, c'est que la France, du coup, dans les négociations qui ont duré pas mal d'années, a poussé pour qu'il y ait le moins d'interdictions possible, en fait, pour qu'elle puisse continuer à utiliser ces outils sécuritaires. Donc, la reconnaissance faciale, faire en sorte que les règles ne changent pas, que ce soit en temps réel ou en temps différé. Il y a effectivement ces questions de catégorisation biométrique, donc des technologies d'IA qui pourraient catégoriser les gens, mais ce qui est fait avec les vêtements, tu vois, par exemple, ou aussi de dire c'est un homme ou c'est une femme, c'est un enfant ou c'est pas un enfant, donc avec la couleur de peau, etc. Il y a la reconnaissance des émotions aussi dans ces technologies-là, donc qui vont être régulées, mais qui sont pas interdites. En fait, pour vous montrer la bidouille, c'est... ils ont dit, on interdit la reconnaissance faciale, sauf pour la police, sauf dans le cas de recherche de ça. Et en fait, il y a tellement d'exceptions que c'est pas du tout interdit. Et il y a du coup l'enquête de Disclose aussi qui est dans ta vidéo et qui démontre un peu qu'il y a eu des documents pour montrer le lobbying de la France et qui est pas étonnant parce que depuis que la Grande-Bretagne n'est plus là, dans l'Union européenne, la France est vraiment le pays qui pousse pour le plus de sécurité quand il y a des négociations et pour le plus de surveillance. La France, elle peut être intéressée, surtout le gouvernement Macron, pour justement vider cette loi. Parce que en gros là la loi si elle interdisait la reconnaissance faciale, parce que je t'ai dit la reconnaissance faciale dans le TAJ elle serait plus permise, donc eux ils veulent garder leurs outils et ils veulent aussi pouvoir parier sur l'avenir et avoir plus d'outils répressifs, donc en fait ils ont fait en sorte que le texte limite le moins leur capacité d'agir quoi. Un grand moment de démocratie. On en parlait tout à l'heure avec la loi narcotrafic sur la France qui avait essayé la France, le gouvernement là il y a une semaine, 2 semaines, d'obliger les opérateurs d'applis chiffrées, donc Signal, WhatsApp ou les hébergeurs de données chiffrées, à donner accès à la police et aux renseignements à ces données. Et ça, en fait, c'est une bataille qui dure depuis des années, des dizaines d'années même, où les gouvernements n'aiment pas le chiffrement parce que ça les empêche de surveiller, en gros, et c'est vraiment une technologie émancipatrice et qui permet de nous protéger, de protéger nos échanges de regard de n'importe qui. Si je t'envoie un message sur Signal, il n'y a personne d'autre que toi et moi qui peut y avoir accès, même Signal n'y a pas accès. Et en fait, du coup, ça fait des années que les services de renseignement et de police essayent d'attaquer par tous les côtés. Pour menacer, pour pouvoir surveiller. Voilà, pour pouvoir avoir accès. Et là, on a parlé beaucoup donc le terrorisme, ça a beaucoup été utilisé, de dire pour la lutte contre le terrorisme. Et là, ce règlement-là, ça c'est quelque chose qui s'est passé aussi au niveau européen, qui était la lutte contre la pédocriminalité, qui est quelque chose de super important. Mais à nouveau, il y a des questions de proportionnalité. Et là, l'idée, c'était de dire on va scanner tous les messages avant qu'ils soient envoyés pour voir s'il n'y a pas des contenus pédocriminels. Sauf que ça permettait de contourner la protection comme le chiffrement. Et ce texte-là, donc, qui s'appelle Chat Control ou CISAR, là où c'est assez chouette, c'est que ça c'est pas passé. En tout cas, c'est les associations et certains États étaient tellement contre que en fait, les négociations n'ont pas abouti.
Mais on voit que c'était une attaque contre le chiffrement. Là, on voit que la France le fait aussi. C'est aussi, je crois, au Danemark, en Suède, au Royaume-Uni. En fait, là, ils commencent à attaquer par tous les côtés. Et du coup, nous, on craint qu'en fait, c'est quand même cette victoire qu'il y a eu dans les années 90, etc., enfin même d'avoir cette technologie qui est libéralisée, qui est accessible à tous, en fait, qu'elle puisse finalement être diminuée. Pour l'instant, ça tient. En fait, le chiffrement des communications, c'est pas que signal WhatsApp, c'est dans toute la structure d'Internet. Par exemple, quand je me connecte à ma banque, en fait, quand je mets mes codes de carte bleue, c'est chiffré. Comme ça, personne ne peut y avoir accès. Donc, vraiment, le chiffrement, c'est une mesure de sécurité informatique qui est partout. Mais c'est vrai que c'est aussi une mesure de protection de la vie privée. Et donc, voilà. Donc, nous, on craint qu'aussi, au niveau européen, il y ait des petits trucs qui reviennent sur cette question du chiffrement. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment question. Est-ce que l'Europe, c'est un des acteurs qui peut aider à fermer ses portes? Sinon, on peut compter sur quoi? C'est une très bonne question. Parce que l'Europe a pu l'être, en tout cas la Cour de justice de l'Union européenne, c'est là où on a pu avoir les meilleures décisions. Donc en gros, quand un texte européen arrive en France, et s'il est mal appliqué, on peut lui poser des questions sur comment l'appliquer. Mais le problème, c'est qu'après, les institutions françaises, elles peuvent jouer avec ce droit-là. Enfin, on a eu des affaires comme ça. Et que, effectivement, là, on voit avec ce règlement que l'Union européenne, en fait, c'est quand même beaucoup les États membres, et que si tous les États membres virent d'extrême droite, en fait, c'est aussi qu'ils vont proposer, et que le Parlement européen, lui aussi, il est beaucoup plus d'extrême droite. Donc, c'est pas... Voilà, les logiques démocratiques, elles sont les mêmes. Et, je veux dire, les logiques politiques, plutôt. Du coup, pareil, on peut compter sur quoi? L'ONU fait des rapports, mais personne n'écoute l'ONU. C'est pas hyper joyeux de voir comment la démocratie fonctionne quand même très, très, très mal. Voilà. En fait, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'on est en démocratie encore? Franchement, ouais, avec tout ce qu'on s'est dit, oui, non, franchement, c'est un État qui se prétend démocratique. On parle de l'option ou deux sous Sarkozy qui a mis en place la possibilité de censurer des sites sur Internet à leur guise. Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est un gros truc sur lequel on bosse. Du coup, la police peut censurer des sites. Donc, à la base, c'était des sites terroristes. De dire... ça c'est un contenu à caractère terroriste, je te demande de l'enlever, donc sans passer par un juge. Et on a vu des abus sur ça aussi, de sites en fait où c'était juste un manifeste radical politique de gauche qui a été fait l'objet de cette loi. Donc c'est très difficile à nouveau de savoir ce qui est censuré. Et pareil, donc même phénomène, d'abord pédocriminalité, ensuite terrorisme, ensuite acte de barbarie. Et là dans la loi narcotrafic, ça a été un peu retoqué, mais ils voulaient... Il y a un truc de censure par rapport au contenu lié au trafic de drogue, à la vente de drogue. À un moment, ils ont tout élargi. Tout ce qui était en lien avec la drogue, la consommation, etc. On était là, en fait, les contenus culturels, les contenus sur la réduction des risques. En fait, si tu veux commencer à censurer tout ce qui parle de drogue, et c'est vrai que cette capacité que la police puisse dire « moi, je décide ce qui est illégal », c'est archi problématique en démocratie, parce que normalement, la liberté d'expression, c'est le principe, et il n'y a que le juge qui peut dire « là, t'as abusé ». Peut-être parler un peu de la loi narcotrafic. Ouais, c'est notre page de campagne. Okay. Donc je sais pas si les personnes qui nous écoutent ont entendu parler de cette loi qui est en train, en fait, là, qui vient de finir d'être discutée à l'Assemblée. C'est une loi donc qui se dit lutter contre le narcotrafic. Alors moi, ça m'énerve beaucoup qu'on parle de narcotrafic. Mais ça c'est Retailleau, ça, non? Il arrivait avec et c'est vrai. Je pense que c'est et vraiment la question du langage, elle est importante. Et je pense qu'il y a la série Narcos qui a joué, mais effectivement, en fait, on dit trafic de drogue, on dit trafic de stupes. Et le côté de dire narcotrafic, c'est un peu pour donner un truc... pareil, quand il parle de mexicanisation, etc. Cette loi s'appelle comme ça. Non, elle s'appelle « Sortir la France du piège du narcotrafic ». C'est encore pire. Nous, on a creusé et elle est assez dense, cette loi. Il y a beaucoup de choses. On a entendu parler sur les prisons, sur le blanchiment d'argent. Mais il y a aussi beaucoup de mesures de surveillance. C'est qu'en fait, cette loi, elle ne s'applique pas que au trafic de drogue. Elle va changer tout le régime de la criminalité organisée sur pas mal de choses. Et nous, on dit, en fait, si vous touchez à la criminalité organisée, ça va s'appliquer aussi aux militants qui sont poursuivis pour dégradation en bande organisée. Par exemple, il y a des personnes à Briançon qui ont aidé des personnes exilées. Et il y a une infraction dans cette liste de criminalité organisée d'aide au passage des personnes entrées irrégulièrement. J'ai fait un documentaire là-bas. Ouais, voilà. Mais du coup, ces personnes-là, l'enquête, elle a été faite au nom de la criminalité organisée. Wow. Et du coup, cette loi narcotrafic, elle permet des nouvelles techniques de surveillance pour la criminalité organisée. Et en fait, on a tout dit, mais c'est pas du tout que la drogue. Ça s'applique bien plus largement. Mais il y allait avoir donc l'extension, donc ces fameuses boîtes noires en renseignement qui permettent d'analyser le réseau. Ça allait être étendu à la criminalité organisée. Il y avait des questions de censure sur Internet. Il y a la possibilité pour la criminalité organisée, en tout cas pour certaines choses, pour la police d'activer à distance le micro ou la caméra d'un objet
numérique, quoi. Donc ça veut dire de fait autoriser ce qu'on appelle les logiciels espions, donc de hacker à distance. Et il y a ce qu'on appelle le dossier coffre, c'est de pouvoir permettre à la police, en fait, de pas mettre de PV quand ils font un truc, une surveillance trop vénère. Et du coup, ce qui fait que l'avocat et la partie ne pourront jamais savoir comment la personne a été surveillée. Donc ça, pareil, en procédure pénale, en principe constitutionnel, du droit à se défendre, du principe du contradictoire, c'est juste un truc de fou. Donc on attend de voir si ça va être censuré ou pas. Mais voilà, cette loi, c'est vraiment une des lois les plus répressives de ces dernières années. Et on voit qu'ils ont utilisé le narratif du trafic de drogue. Après, il y a beaucoup de choses qui sont sur le trafic de drogue dans cette loi, mais pour avoir permettre des mesures de surveillance beaucoup plus larges pour et le renseignement et la police. Ça passe grâce au vote qui va du centre jusqu'au RN. Mais quand même, cette loi, là où on a été très énervé, c'est qu'au Sénat, la gauche a voté pour. Donc là, on est en train de mettre la pression à la gauche pour qu'elle vote contre. Pourquoi elle a voté pour ? On sait ? De ce qu'on comprend, c'est qu'ils étaient contre certaines mesures, mais en gros, l'idée, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils luttent contre le trafic de drogue et qu'il y a d'autres dispositions dans la loi et que c'est un signal à envoyer. Mais en fait, c'est hyper lâche. Je vais essayer de parler un peu des solutions parce que je vous ai peut-être un peu fait déprimer là pendant 2 heures. Moi, je parle. C'est vrai que sur le truc, je me suis dit, oh là là, c'est déjà là. Franchement, un des trucs, tu vois, là, quand on a vu le micro-trottoir, rien que de parler, d'informer, de débattre, de sortir. En fait, souvent, ces questions-là, elles sont dans un coin. C'est difficile d'avoir des informations, donc sortir de l'opacité. Questionner tes potes sur ces questions-là qui sont... Enfin, sur, par exemple, la vidéosurveillance ou le « je n'ai rien à me cacher ». Je n'ai rien à me reprocher. En fait, déjà, ça, c'est ultra utile. Donc, se renseigner, s'informer et en parler autour de soi pour que ce sujet continue toujours de vivre, moi, je pense que c'est toujours super utile. Et ensuite, après, comment faire des trucs concrètement ? Pour la vidéosurveillance, ou en tout cas les questions de surveillance dans l'espace public, on a lancé une campagne qui s'appelle Technopolis, où il y avait l'idée de décentraliser un peu la lutte. Et il y a des groupes Technopolis ou d'autres noms qui se sont créés dans des villes. Donc, d'abord à Marseille, à Montpellier. Donc c'est des gens qui se retrouvent pour parler de ces questions-là dans leur ville. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ma ville ? Quel logiciel a été mis ? Comment on peut aller voir le conseil municipal ? Comment on sensibilise les gens ? Il y a des festivals qui ont été faits, des événements, des cartoparties justement, de se dire on va aller cartographier les caméras et on va aller sensibiliser. Donc essayez de voir si dans vos villes il y en a. Donc par exemple à Paris, il y en a un qui s'est créé il y a 1 an, donc Technopolis Paris Banlieue, moment promo. Mais je sais que voilà, il y en a à Marseille. Et là, il y a des groupes qui se créent récemment à Avignon, Arles, Grenoble. Et après, voilà, il y a sans qu'il y a un groupe qui se crée forcément qui s'appelle comme ça. Il y a des choses qui se font. Et en fait, vraiment, agir au niveau local, c'est là où la lutte est la plus efficace et aussi la plus palpable. Parce que chaque ville a sa spécificité. La ville, c'est un endroit qu'on habite. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui se fait à ce niveau-là. Et c'est aussi là où on peut un peu influencer sur des décisions en mettant la pression. Il y a un exemple chouette à Saint-Étienne où il y avait un projet de mettre des micros qui détecteraient les bruits suspects. Oh. Ouais, après, ils ont fait ça à Orléans aussi. Exactement. C'est quoi un bruit suspect ? C'était un bris de verre, un bris de glace ou des gens qui crient, etc. Ça n'a pas du tout abouti parce qu'il y a une lutte d'un collectif qui s'appelle Halte au contrôle numérique. Et voilà, donc c'est s'informer sur ce qui se passe dans sa ville. Et après, il y a des trucs marrants à faire aussi. Donc nous, là, pendant les JO, on était allés tracter, on avait fait des trucs un peu rigolos aussi. On a pu aller en garde à vin. Ouais. Non, ils nous ont pas embêtés. Ils nous ont pas embêtés à ce moment-là, mais pour informer les gens sur la vidéosurveillance algorithmique. Mais du coup, on a fait cette page de campagne qu'on vous a montrée tout à l'heure, avec l'idée de dire, en fait, il faut appeler les députés. Et les gens se sont grave déter. Plein de gens ont appelé les députés. Okay. Et en fait, parce que voilà... C'est pour toi une des meilleures façons pour agir ? Parce que tu en as parlé tout à l'heure, par exemple. C'est pas forcément une des meilleures, mais c'est une façon... En tout cas, où s'il y a un texte qui vous révolte, et en fait, surtout, c'est plus on est nombreux à le faire, plus ça met la pression. Et donc là, surtout par exemple, les députés de gauche qui ont leur crédibilité politique, là, s'ils votent la loi narcotrafic alors qu'ils ont eu 10 appels par jour, c'est chouette. Et c'est un levier un peu d'opposition populaire à ces trucs-là. Eh ben, très bien, Noémie, merci d'avoir été là, présente. Je suis éclaté. Déjà, j'espère que ça t'a plu pour ta première expérience. Oui, totalement, oui. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de bouquins aussi qui existent sur ces questions de surveillance, de répression. Il y en a un, alors je l'ai pas lu, mais qui a l'air intéressant, qui va sortir là de Vanessa Codaccioni, qui est une chercheuse... Le livre de Bardella. Non, mais c'est une chercheuse qui bosse beaucoup sur ces questions de répression, et elle sort un bouquin qui s'appelle « Comment l'État réprime », je crois, aux éditions Divergence. Et elle, par exemple, c'est une chercheuse qui a beaucoup travaillé dessus. Nous, on a nos articles, il y a la campagne Technopolis, mais il n'y a pas du tout que ça. Sur InfoKiosque, il y a beaucoup de brochures aussi. Donc voilà, continuez de vous informer. C'est vraiment le premier pas
faire plein d'autres choses et d'essayer d'aller choper l'information et de comprendre et voilà. Et la voix robot pour finir. Allez, c'est très bien. La voix robot, c'est elle. Est-ce que tu peux parler? Moi j'entends pas, du coup c'est pas mis quelle voix. Est-ce que c'est bien la quadrature du net? Non mais tu vas te foutre de ma gueule, genre, je sais pas. Ouais, c'est super la quadrature du net. Bah, Ah aussi, n'hésitez pas à donner des thunes si vous pouvez. Ou à dire à des gens riches de donner des thunes à la quadrature du net. C'est important.